et il s'agit de François Fillon. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. François Fillon a 63 ans, député, ancien ministre, ancien Premier ministre. C'est la première fois qu'il se présente à la magistrature suprême. Son slogan, une volonté pour la France. Bonsoir à vous, François Fillon. Bonsoir. Bonsoir François Fillon, soyez le bienvenu. Quel est l'objet qui symbolise votre personnalité, votre engagement et que vous avez apporté? D'abord, je n'ai apporté aucun objet parce que je ne suis pas fétichiste, parce que j'irai à l'Élysée avec ma seule volonté. Mais compte tenu de ce qui se passe ce soir, je veux tout de suite d'abord dire que la nation est solidaire avec les policiers. Il y a un policier qui a été tué, il y en a 2 qui sont blessés, dont un très grièvement, dont on ne sait même pas si sa vie, ses jours sont gravement en danger. On est en face d'un acte dont on ne peut pas encore totalement qualifier la nature, mais enfin qui ressemble terriblement à un acte terroriste par les événements qui se sont produits. On nous laisse entendre qu'il y a d'autres violences ailleurs dans Paris. Donc je voudrais dire que moi, dans ces conditions, j'annule les déplacements qui étaient prévus demain dans ma campagne. J'aurai l'occasion de m'exprimer dans la journée. Et je voudrais tout de suite dire que vraiment la lutte contre le terrorisme, ça doit être la priorité absolue du prochain président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une coalition mondiale pour éradiquer tous les mouvements totalitaires qui sont à l'origine de cette violence. L'État islamique, bien sûr, mais tous les autres. Elle existe, cette coalition? Non, elle n'existe pas, elle est divisée. Il y a des Occidentaux d'un côté, les Russes de l'autre. On se regarde en chien de faïence. On discute de nos influences respectives dans ces territoires, alors que ce danger, il est en train de monter partout, du Pakistan jusqu'à l'Afrique occidentale. Alors qu'est-ce qu'il faut changer concrètement? Eh ben, il faut accepter de s'allier avec les Russes, avec les Iraniens, avec tous ceux qui sont prêts à mener le combat pour éradiquer le plus vite possible. Et ça va prendre du temps. Tous ces mouvements, et c'est encore une fois pas seulement l'État islamique, c'est Boko Haram en Afrique, au Nigeria, c'est les talibans en Afghanistan, c'est ce que moi j'appelle le totalitarisme islamiste. Ensuite, il faut lutter contre la montée du fondamentalisme à l'intérieur de la religion musulmane, et ça pose le problème de tous ces penseurs radicaux qui influencent les musulmans, ou en tout cas une partie des musulmans minoritaires dans le monde, et qui sont le plus souvent hébergés en Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe. Puis après, ça pose une troisième question qui est les jeunes Français qui sont partis faire le djihad en Syrie. Eh bien, moi, je dis une nouvelle fois qu'ils ne reviendront pas si je suis président de la République, parce que j'utiliserai un article qui est tombé en désuétude de notre législation, qui permet de leur retirer la nationalité française. C'est un article qui date du Fonds populaire. Et enfin, je veux dire que tous les suspects, enfin ce qu'on appelle les fichiers, c'est-à-dire les gens qui sont surveillés en raison de leur lien avec le fondamentalisme, moi je pense qu'il faut maintenant que tous ceux qui représentent une dangerosité évidente soient interpellés, qu'il y ait une enquête et qu'ils soient jugés. On peut le faire en utilisant ce qu'on appelle l'intelligence avec l'ennemi. Et enfin, je veux dire 2 choses supplémentaires. Donc qu'ils soient jugés, pardonnez-moi, qu'ils soient jugés avant même d'avoir commis... oui, ils sont jugés pour intelligence avec l'ennemi. C'est-à-dire ils sont jugés si on a établi la preuve qu'ils ont des rapports avec soit l'État islamique ou soit des recruteurs. Et c'est en général pour ça qu'ils sont classés fichiers S. Puis enfin, la dernière chose que je veux dire, c'est qu'il y a des mouvements qui se réclament du salafisme, des frères musulmans, et qui sont parfaitement en phase idéologiquement avec ces combattants. Eh ben, il faut les interdire et expulser les personnes qui représentent ce qu'on appelle un danger pour la sécurité de l'État. En tout cas, on ne peut pas continuer à vivre dans cette crainte, dans cette terreur qui pèse fortement, évidemment, aujourd'hui sur l'avenir du pays, sur le moral des Français, et c'est bien compréhensible. Poursuivons sur ces questions, puisque vous les avez abordées. Les États-Unis viennent de montrer, puis tout à l'heure on donnera les dernières précisions qu'on a sur ce qui s'est passé aux Champs-Élysées. Les États-Unis viennent de montrer qu'ils souhaitent combattre 2 ennemis ou adversaires à la fois. Le groupe État islamique, ils sont engagés militairement à Raqqa, ils sont engagés militairement à Mossoul, les États-Unis,
et Bachar el-Assad, qu'ils souhaitent fixer des lignes rouges et qu'ils ont bombardé. Vous dites qu'on ne doit combattre qu'un seul ennemi, ce totalitarisme islamique dont vous avez fait votre livre. Pourquoi? D'abord, il y a une priorité, il y a un danger immédiat. Bachar el-Assad, c'est un danger pour la Syrie, c'est un danger parce qu'il est l'un des animateurs de la guerre civile en Syrie, mais ce n'est pas un danger pour le reste du monde pour le moment. Mais surtout, la question fondamentale, c'est la Russie. C'est l'implication de la Russie dans le conflit syrien. Si on ne veut pas discuter avec la Russie, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, on va entrer en conflit avec la Russie. On va rentrer dans une confrontation avec la Russie, parce que les intérêts des Occidentaux et des intérêts... Alors on parle avec les Russes, heureusement. Oui. Je rappelle que c'est un des plus gros arsenaux nucléaires sur la Terre et qu'on n'a vraiment pas intérêt à laisser... Comme toutes les guerres se sont déclarées d'ailleurs par un processus d'enchaînement de faits divers, d'événements, laisser se déclarer un conflit, une confrontation directe. Imaginez ce qui va se passer le jour où un avion américain abattra un avion russe, ou des soldats russes seront tués dans un bombardement, ou l'inverse. Ça s'est passé avec la Turquie. Ou l'inverse. Ben, le risque est énorme. Il est énorme. Et puis enfin, on sait qu'aujourd'hui, on ne pourra pas mettre le régime de Bachar el-Assad dehors sans l'accord de la Russie, puisque la Russie assure la sécurité de ce régime. Donc voilà, on peut continuer encore comme ça pendant 4 ans, pendant 5 ans à se regarder en chien de faïence, à prendre des risques pour la paix du monde. Moi, je dis qu'il y a une priorité. Il faut discuter avec les Russes, accepter un compromis. Et ce compromis suppose qu'ils gardent un certain nombre d'intérêts dans cette région. Et c'est ce que jusqu'à maintenant les Occidentaux n'ont jamais voulu faire, parce qu'ils pensent qu'ils sont les maîtres du jeu, alors qu'ils ne sont plus les maîtres du jeu. François Fillon, c'est le moment de votre carte blanche. Quelle est-elle? Vous avez voulu insister, mettre en lumière un point de votre programme. Je veux dire, compte tenu de ce qu'on vient de dire, la carte blanche, elle est toujours sur ces sujets-là. La lutte contre le terrorisme, et derrière la lutte contre le terrorisme, alors sur le territoire national, la question de l'unité de notre nation. L'unité de la nation, elle est menacée par ce qu'on appelle la montée du communautarisme, et on voit bien que tous ces sujets sont liés. Donc oui, je veux que l'école de la République soit une école qui apprennent les fondamentaux, mais qui apprennent aussi aux jeunes Français une histoire, qui fasse que ces jeunes Français se sentent membres d'une communauté nationale et qu'ils aient de l'admiration et de la fierté pour cette communauté nationale. Je pense ensuite qu'il faut que nous aidions les musulmans de France, qui sont dans leur immense majorité des gens modérés qui veulent juste vivre en paix, que nous les aidions à éradiquer l'intégrisme qui gagne du terrain à l'intérieur de la religion musulmane. Comment est-ce qu'on... Alors, d'abord en étant beaucoup plus strict sur les prêches dans les mosquées. Quand ces prêches sont à l'évidence des prêches qui sont contre... Mosquée qui a encore été fermée récemment. J'ai vu, et c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Ensuite, il faut une transparence absolue du financement du culte musulman. Et pour y parvenir, il faut mettre en place ce qu'on appelle des associations cultuelles, ce que jusqu'à maintenant, on n'a jamais pu obtenir des responsables musulmans. Je m'en suis entretenu avec eux il y a peu de temps. Et puis, il faut, je le redis une nouvelle fois, interdire les mouvements qui se réclament du salafisme et des frères musulmans. Et on sait que s'agissant des frères musulmans, on touche à des organisations qui sont aujourd'hui des organisations qui ont pignon sur rue en termes comment dirais-je, de conduite de la communauté musulmane. Pensez à l'UOIF. Je pense à l'UOIF. Je ne dis pas que l'UOIF est, comment dirais-je, adhère aux thèses des frères musulmans, mais enfin, la discussion doit avoir lieu, la question doit être posée. Pourquoi? Parce que si on laisse se développer cet intégrisme, c'est un intégrisme qui prend en otage la communauté musulmane. Parce qu'elle est prise en otage, elle suscite des réactions des autres communautés ou des autres populations françaises. Et progressivement, on a cet éclatement de la société française qui est extrêmement dangereux. Et encore un mot sur cette question-là, puisque vous avez souhaité que votre carte blanche soit sur la laïcité et l'école. Vous n'êtes pas favorable à l'interdiction du voile à l'université, ni à l'interdiction des signes religieux dans la rue, dans l'espace public. Non, pour deux raisons. D'abord, parce que je ne veux pas qu'on pénalise les autres religions au motif qu'il y a un problème d'intégrisme minoritaire, d'ailleurs, au sein de la religion musulmane. Puis la deuxième chose que je veux dire, c'est que le voile, c'est un
symbole, c'est une conséquence. La question, c'est l'intégrisme. Donc on peut évidemment toujours interdire des tenues, on va se lancer dans des débats infinis sur la longueur des jupes et sur je ne sais quelle ou la couleur des foulards, et on ne réglera rien du tout, puisque la question, c'est pas celle-là. La question, c'est pourquoi ces femmes se voilent. Pourquoi il y a 20 ans, elles ne se voilaient pas, et pourquoi aujourd'hui, elles se voilent. Elles se voilent parce qu'il y a la montée, une pression intégriste très puissante au sein de cette communauté musulmane. Bien. On a deux questions économiques, deux précisions économiques pour qu'on respecte l'égalité et du questionnement pour tous les candidats. D'abord, c'est un des points saillants de votre programme. Vous souhaitez que les fonctionnaires travaillent non plus 35 heures, mais 39 heures sans compensation salariale intégrale. Vous dites qu'il doit y avoir négociation là-dessus. Les syndicats doivent négocier, mais pas de compensation salariale intégrale. Pourquoi est-ce que ne vous dites pas clairement je demande aux fonctionnaires de faire un effort? Bien sûr que je leur demande de faire un effort, mais c'est quand même plus compliqué que ça. Aujourd'hui, quelle est la situation? Vous avez des fonctionnaires qui sont mal payés, dont le salaire est gelé depuis quasiment 10 ans. Là, il vient d'y avoir une petite augmentation du point, mais juste parce qu'on est à la veille des élections. Et tout le monde sait qu'avec la dette qui est la nôtre, on va continuer à geler le salaire des fonctionnaires pour les 10 ans qui viennent. Ils ont peu de perspectives d'amélioration de carrière. Et ils travaillent souvent dans des conditions de plus en plus difficiles. Donc il y a beaucoup de candidats qui promettent de créer des emplois, de créer des postes, d'augmenter les salaires. Mais enfin, ça ne se produira pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc moi, je leur dis, je vous dis la vérité, si vous voulez des augmentations de salaire, et c'est normal qu'on veuille voir sa carrière progresser, si vous voulez des améliorations de vos perspectives de carrière, si vous voulez des conditions de travail qui soient meilleures, il faudra travailler un peu plus. Et à ce moment-là, si vous travaillez un peu plus, on crée les conditions qui permettent, sans dépenser plus d'argent, d'améliorer le statut des fonctionnaires, d'améliorer leurs conditions de vie. De l'améliorer, mais c'est vrai que vous demandez un effort aux fonctionnaires que vous ne demandez pas aux autres. D'abord, je vous rappelle que les fonctionnaires ont d'autres avantages que n'ont pas les salariés. Ils ont la sécurité de l'emploi, ils ont un statut. Et moi, je souhaite que dans les entreprises, le temps de travail augmente. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je propose de supprimer la durée légale, de renvoyer à une négociation libre avec des accords majoritaires, donc avec la majorité des salariés ou la majorité des organisations syndicales, pour modifier le temps de travail. Mais il y a derrière une dernière chose que je voudrais dire, c'est que on a dans la société française aujourd'hui des blocages qui sont liés à ce qu'on pourrait appeler un excès de bureaucratie. Et ce n'est pas les fonctionnaires, quand ils sont responsables, les fonctionnaires, ils font ce qu'on leur demande. Mais c'est le système qui a été mis en place. Et donc, moi, je veux qu'on modernise, qu'on transforme l'administration française. Je veux qu'il y ait un peu moins de gens qui administrent la santé, par exemple, et un petit peu plus qui soignent. Je voudrais qu'il y ait un peu moins de gens qui administrent l'agriculture et un peu plus de liberté pour les agriculteurs. Vous voyez, c'est cette transformation-là qu'il faut conduire. François Fillon, la grande question autour de vous, autour de votre programme économique, a fait polémique à un moment, c'est François Fillon veut-il privatiser la sécurité sociale? C'était dans votre programme, comme candidat à la primaire de la droite, vous vouliez recentrer l'assurance maladie sur les affections graves et les mutuelles sur le reste. Une fois élu à l'issue de la primaire, vous semblez avoir changé d'avis. Alors, que veut faire François Fillon? Est-ce que vous voulez privatiser la sécurité sociale? Je comprends que vous me posiez cette question parce que vous avez été absente quelque temps et je me permets de vous en féliciter. Mais j'ai déjà répondu 20 fois, y compris sur ce plateau, mais comme on est à la question. Donc c'est extrêmement clair. Aujourd'hui, il y a non, mais elle est parfaitement claire. C'est en reposant la question, d'une certaine façon, vous la rendez moins claire. Il y a aujourd'hui une répartition entre les mutuelles et l'assurance maladie qui n'est pas satisfaisante. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, c'est pas moi qui invente ça. C'est la situation. Et ce gouvernement actuel a aggravé la situation. C'est-à-dire qu'il y a plus de soins qui sont remboursés par les mutuelles qu'avant. Donc moi, et on voit un grand désordre. Donc ce que je propose, c'est qu'on crée une agence dans laquelle il y aura les mutuelles, il y aura l'État, il y aura les professions médicales. Et cette agence, elle va faire deux choses. D'abord, elle va surveiller les tarifs des mutuelles et leurs frais de gestion. Et ensuite, elle va proposer la répartition des remboursements sur chacun des actes médicaux. Et en travaillant sur cette question, après la polémique que vous avez évoquée, en recevant énormément de professionnels de santé, je me suis rendu compte qu'on pouvait, sans augmenter les tarifs des mutuelles, en gérant mieux, en organisant mieux la complémentarité entre la sécurité sociale et les mutuelles, mieux rembourser. C'est pour ça que je dis que je voudrais qu'on arrive à la fin du quinquennat à quasiment 100% sur les lunettes, sur les appareils dentaires, sur les prothèses auditives et sur les dépassements d'honoraires. Bien.
Alors, la photo et le commentaire sur votre parcours, on va la découvrir, cette photo. Vous voici, François Fillon, à 27 ans, au moment où vous êtes élu pour la première fois député de la Sarthe à l'Assemblée nationale. C'est donc en 1981. Question Léa. Oui. La question, est-ce que ce député-là pense déjà qu'il sera peut-être un jour président de la République ou on a envie? Absolument pas. Absolument pas. À l'époque, je n'imagine même pas rentrer au gouvernement. Et quand je vois la tête que j'ai, je me dis que les électeurs de la Sarthe ont été sacrément courageux de faire confiance à quelqu'un qui paraît ici aussi jeune et aussi inexpérimenté. Et dans Voilà. les Mais mois qui ont suivi, est-ce que vous vous dites, la politique, c'est ma vocation? Non. Je vais y consacrer ma vie. Non, j'y suis arrivé par hasard, puisque je voulais être d'abord guide de montagne, puis ensuite je voulais être journaliste. J'ai travaillé avec un homme politique, il est décédé dans des conditions brutales. Les élus de la Sarthe sont venus me dire il faut absolument que vous vous présentiez. Je me suis présenté, j'ai été élu. Puis ensuite, bon, les choses se sont enchaînées. J'ai pris goût au service du public. J'ai pris goût d'abord à mes mandats locaux. J'ai été maire pendant près de 20 ans. J'ai géré un département, une région. J'ai été le président de la commission de la défense nationale de l'Assemblée nationale très jeune. Et puis, je suis rentré au gouvernement. Mais les choses se sont enchaînées et je vous assure que même Premier ministre, je n'avais pas le projet d'être candidat à l'élection présidentielle. Alors, ça vous est venu quand? Ça m'est venu d'abord, au fond, avec une forme de remords. Le remords d'appartenir à une génération qui n'a pas réussi à faire reculer le chômage et qui n'a pas réussi à redresser le pays. Et en ayant l'expérience qui était la mienne à Matignon, comme Premier ministre pendant 5 ans, je me suis dit, je n'arrêterai pas ma vie politique sans avoir corrigé ce que je considère être comme, au fond, des erreurs qui ont été commises par toute une génération, de droite comme de gauche. Alors, cette émission est un petit peu bousculée, vous l'aurez compris, par l'actualité qui continue à se poursuivre. David, première réaction de François Hollande. Oui, François Hollande vient de réagir. On va, en quelques mots, résumer ce qui s'est passé tout à l'heure. François Hollande, nous serons d'une vigilance absolue par rapport au processus électoral, parce que le chef de l'État se dit convaincu, il y a quelques instants, que la fusillade de Paris est d'ordre terroriste. Un hommage national sera par ailleurs rendu aux policiers tués, puisque le bilan de cette fusillade, c'est qu'un policier a effectivement été tué sur les Champs-Élysées. Il était un peu plus de 21 heures. Quelques instants plus tard, il a été annoncé la mort d'un autre policier. Finalement, il est grièvement blessé. C'était une annonce erronée. L'un des assaillants a été tué. Il a pu être identifié. On a alors compris qu'il était connu des services de renseignement puisqu'il était fiché S. L'autre assaillant est en fuite. Un avis de recherche est lancé. Notez aussi qu'une touriste a été légèrement blessée par un éclat dans le genou. C'est le parquet antiterroriste qui est saisi. Et le Premier ministre Bernard Cazeneuve s'est donc rendu à l'Élysée tout à l'heure, où François Hollande a prononcé cette allocution. Le moment est venu de la conclusion, François Fillon. Vous allez prendre place derrière le pupitre. Les 10 autres candidats vont nous rejoindre également. Chacun aura 2 minutes 30. Mais il est évident que lors de votre conclusion, vous pourrez... chacun à votre tour, vous exprimer sur les événements de ce soir. Ce sera votre strict droit. En attendant, on conclut avec vous, François Fillon, sur la question rituelle. L'ultime question. Attention, François Fillon, parce que des regrets, vous en avez eu dans cette campagne. Est-ce que vous en avez, à 3 jours du vote, est-ce que vous avez des regrets à exprimer? Je trouve que dans les circonstances actuelles, voilà, ça serait dérisoire de parler du passé. Et donc, je veux être complètement tourné vers l'avenir. Et au fond, ma conviction, c'est que je vais gagner cette élection présidentielle. Parce que je pense que ma candidature correspond aujourd'hui à un moment de l'histoire de notre pays. Et donc, c'est dans cette direction-là que je regarde et pas dans le rétroviseur. Est-ce que vous pensez que vous aurez l'autorité morale, si vous êtes élu, pour imposer? L'autorité morale, elle me vient de mon passé. Elle me vient de 36 ans de vie publique. Elle me viendra du choix des Français. Voilà. La démocratie, c'est pas le choix, comment dirais-je, du système médiatique, c'est le choix des Français. Et c'est ce qui va se passer dimanche. Dimanche, c'est une autre histoire qui commence. Merci François Fillon.